Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver l'ami Acropolis. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce stream de la matinale, je m'entends très peu, j'espère que vous m'entendez bien, parce que c'est important d'entendre bien les choses qui sont importantes, et notamment les paroles de cette fabuleuse chanson, écrite en 1982 par Vincent Malone, le fameux. Ouais. Ouais, terrible. Quand on perd ses mots, c'est pas terrible. Bonjour Kylian, bonjour le gros gag, bonjour Petite Crevette, bonjour MMU, bonjour Hugo Légia, le futur écossais, bonjour Sel Neymar, et bonjour Vuzelin. Comment allez-vous en cette belle matinée de printemps? Moi j'avais vu sur mon téléphone hier soir qu'il y aurait de l'orage aujourd'hui, et puis en fait, il fait beau ici. Et il y a un moucheron sur mon plafond. Voilà. Une information de première qualité. Et bonjour Pauline. Petit déj au soleil avec la douce voix. Oula, la douce voix. Je sens le sarcasme. Tiens, en parlant de petit déj. Pressons le café. Ah, c'est vrai, ça, j'ai pas fait de tweet non plus. Incroyable. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Ou est-ce que votre week-end se continue pour ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui? Parce qu'il y en a. Et d'ailleurs, on va en parler du lundi de Pentecôte. Est-ce que qui est capable de me dire, est-ce que ça marche? N'importe quoi. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire clairement, enfin, est-ce que vous êtes tous capables de dire clairement, lundi de Pentecôte, est-ce que c'est férié? Est-ce que c'est pas férié? Est-ce qu'on bosse? Est-ce qu'on bosse pas? Est-ce qu'on est payé pour bosser? Est-ce que... Voilà. Il arrive plus tôt que Dab le café là. Ouais, mais c'est parce que j'étais presque prêt, ça démarre ce matin. Presque prêt à temps. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout eu de la chance avec la musique, parce que j'avais pas commencé à baisser le son de la musique, mais en fait c'était la fin du morceau, donc ça s'est calé parfaitement avec le générique. La transition était parfaite. Allez, des bisous, bon stream, je mettrai ça en replay comme d'hab, et bah bon voyage Hugo Légiat, il viendra nous raconter tout ça en libre antenne. Un beau soleil chez Pauline, c'est férié, mais en général c'est la journée de solidarité. C'est à peu près ça. Kylian. C'est pas le jour qu'on bosse mais qui est pas payé. Alors presque. Il y a de l'idée. Mais c'est pas tout à fait ça non plus. C'est un peu plus... Ça peut être ça, mais pas systématiquement. J'en profite pour vous partager le bon Framapad qui va bien. Je ferme les paroles de l'ami Ricoré. Je vous lis les paroles, la suite. En tout cas, il vient toujours au bon moment avec ses pains et ses croissants. L'ami du petit déjeuner, l'ami Acropolis, parce qu'on ne fait pas de publicité évidemment. Il choisit toujours la bonne heure, celle où on chante tous en chœur. L'ami du petit déjeuner, l'ami Acropolis. Ça c'était la version 1982, il y a une version 1994, parce qu'il y a eu une actualisation, évidemment le petit déjeuner de 94 n'était pas le même que celui de 1982. Le soleil vient de se lever, un copain est venu partager... Mais ça va pas? Il manque une partie? Parce qu'après il dit l'ami Acropolis. Ah non, un copain est venu partager l'ami Acropolis, l'ami du petit déjeuner, l'ami Acropolis, ok. Il suffit une fois d'y goûter, après on est sûr de l'aimer. L'ami du petit déjeuner, l'ami Acropolis. Et il y a une variante des années 80, parce qu'ils sont allés encore plus loin. Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'ami Acropolis, l'ami du petit déjeuner, l'ami Acropolis. Il vient toujours au bon moment avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Acropolis. Voilà. Vous aurez appris quelque chose, il y a plusieurs variantes de cette chanson, selon l'année de diffusion. Alors, je me verse mon petit café du matin. Et je suis fier et honoré et ça me fait plaisir de remercier grandement les personnes qui m'ont offert cette tasse ce week-end. Un certain Perceval44 que vous connaissez dans le chat, le légendaire Perceval44. Elle est pas belle ma tasse, franchement. Et elle a été achetée à l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même la classe. C'est férié aujourd'hui, sinon je serais pas là. Ah. Bah bien vu le gros gars.
Merci d'être là les jours fériés. Alors, faisons le point sur le lundi de Pentecôte avant de passer à la météo. Sachant qu'il est 8h06, je répète 8h06 pour ceux qui doivent se préparer, sachez-le. Alors j'ai investigué, j'ai été sur le terrain des internets ce matin pour vous, pour savoir exactement de quoi il en retourne. L'histoire commence en 2003, c'est-à-dire il y a à peu près 15 ans environ. En 2003, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une petite canicule, un petit réchauffement de longue durée, ainsi que une absence de rafraîchissement la nuit, qui entraînait donc une canicule, cumulée avec une sécheresse des sols, parce qu'il y avait trop peu plu les mois précédents pour avoir une humidité suffisante, créant un niveau de chaleur insupportable, et entraînant le décès d'à peu près 15 000 personnes en France, notamment des personnes âgées et des personnes fragiles qui ont des handicaps et des maladies particulières. Bref, c'était pas chouettos comme été, on va pas se mentir. Il y a eu beaucoup de feux de forêt en même temps. Mais suite à ça, le gouvernement à l'époque de Jean-Pierre Raffarin avait décidé de l'instauration à partir de 2004 d'une journée de solidarité. L'idée étant de dire qu'on allait remplacer un jour férié par un jour travaillé, mais non payé. Et ce jour-là, ça s'appelle le lundi de Pentecôte. L'idée que le travail, au lieu de payer les salariés, on va payer des ressources qui permettent de financer, voilà. Le terme c'est financer. De financer la solidarité avec les personnes âgées, avec les personnes handicapées, pour que la situation qui s'est produite en 2003, le décès des 15 000 personnes, ne se reproduise plus en France. On ait les moyens par exemple de payer des personnes qui se déplacent pour aller voir les personnes âgées, du soin à domicile, qu'on ait les moyens de payer des climatiseurs, enfin, des choses comme ça. Des subventions pour payer des aménagements pour les gens qui restent à leur domicile, ou même dans les maisons de retraite, parce que je me souviens que les EHPAD et les maisons de retraite avaient été aussi touchés, dans certains cas où c'était des installations plutôt précaires. Donc voilà, c'était ça l'idée de base du lundi de Pentecôte en 2004. Tout le monde bosse, mais sans être payé pour payer la solidarité, pour financer la solidarité. Sauf qu'à partir de 2008, ça a changé. La journée de solidarité est toujours obligatoire, sauf que ce n'est plus obligatoire de la faire le lundi de Pentecôte. Et donc, dans la plupart des cas, le lundi de Pentecôte est redevenu férié, mais il faut, un jour dans l'année, pour chaque salarié en France, faire un jour de solidarité. Ça peut être 1 heure par mois, ça peut être... voilà, il y a une plus grande souplesse qui a été mise en place sur la journée de solidarité. Il faut la faire dans l'année, on la fait quand on veut. Donc chaque entreprise, chaque employeur décide de la mettre en place au moment qu'il arrange. Voilà pourquoi le lundi de Pentecôte, c'est férié, mais pas tant que ça. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que j'ai été clair? Et salut, Jack is back. Bon retour à toi. Le mois de mai est vraiment cool. Alors je suis complètement d'accord avec toi, Error, et en même temps, on bosse beaucoup. Et c'est quoi la différence avec un impôt? C'est que c'est pas numéraire. C'est-à-dire que l'impôt, c'est de l'argent que tu touches puis que tu reverses à l'État. Alors que là, c'est pas, tu touches pas de l'argent que tu reverses. C'était pas un sujet au QAG l'autre jour où la ministre de la Santé veut mettre un autre jour pour les personnes dépendantes. Absolument le gros gag. Alors je sais plus si c'était une QAG, mais effectivement, il y a eu une... Excusez-moi. Il y a eu un débat, il y a eu une idée qui a été lancée par... je sais plus si c'était Agnès Buzyn ou quelqu'un... Ou Bruno Le Maire, ou je sais plus quel ministre. Et Emmanuel Macron avait relayé, notamment dans l'interview qu'il avait fait avec Jean-Jacques Bourdin et Louis Plenel, l'idée que sur la table était posée la possibilité d'avoir une deuxième journée de solidarité, notamment pour financer la dépendance, qui est un vrai sujet de notre société, le financement de la dépendance, les personnes âgées qui deviennent dépendantes, et il est possible qu'un jour on voit une deuxième journée de solidarité arriver dans nos maisons, dans nos entreprises. Ça se passe comment pour un leader d'entreprise au niveau du reversement solidaire? Absolument aucune idée, Vuzelin. Je sais pas ce que c'est qu'un leader d'entreprise, déjà un chef d'entreprise, tu veux dire? Et le reversement solidaire,
Tu veux dire l'argent que rapporte la journée de solidarité reversé à la- à l'État, du coup. Bonjour Mazu, bienvenue. Bientôt un tiers de notre temps de travail sera pris pour les solidarités. Je sais pas si on peut mesurer en temps de travail, mais... Puis après, quelle est la société que l'on souhaite mettre en place et qu'on souhaite élaborer pour l'avenir du futur de demain de la nation française, finalement? La question est entière, la question est ouverte. Il est 8h11, sans aucune transition, parce que ça serait dommage de faire une transition. Je vous propose tout de suite de passer à la météo. Incroyable. Si on a pris un peu de temps pour l'introduction, c'était important de contextualiser la journée de Pentecôte. Je suis complètement décalé sur la caméra, c'est magnifique. Vous voyez ma belle porte de cuisine. Alors, j'ai l'habitude de dire leader d'entreprise que chef d'entreprise, pardon, mais en gros oui pour les taux. Aucune idée, viens. Absolument aucune idée. Je pense que c'est les URSSAF qui collectent, mais... La nation française ou le peuple français, Sylvain? Ah non, je parlais de la nation française dans ce cas-là. Et bonjour Moubat, bienvenue sur ce stream de qualité. Alors, la météo, avec le magnifique logo qui nous a été proposé, présenté, créé par ce bon Clément, que vous retrouverez à 8h45. Alors, il fait beau. Voilà, c'était la météo présentée par... comme je le disais tout à l'heure, il fait beau ce matin, plutôt beau, sauf sur la pointe nord de la France, quelques rares averses présentes sur les Hauts-de-France, ainsi que sur la Corse, et du côté de Marseille, du côté de la Canebière, n'est-ce pas? On a eu quelques perturbations du côté de Châlons-en-Champagne ce matin également. Vous ne le voyez pas ici, mais j'ai investigué également du côté de la météo. En fait, j'ai cherché un autre site de météo, voir s'il y avait des choses plus intéressantes. Je n'ai pas trouvé. Je continuerai mes recherches. Sachez-le. Et il est intéressant de souligner qu'il fait beau, et en même temps en Bretagne, et en même temps en Alsace. Et à Dijon. Voilà. Donc ça, c'était pour ce matin. Les perturbations vont commencer à apparaître en cours de journée, avec des averses qui vont faire une espèce de tranchée à travers la France, une espèce de serpent finalement, qui vont aller de Lille à Marseille, en passant par Châlons-en-Champagne, Dijon. Qu'est-ce qu'il y a comme ville là? C'est quoi ça comme ville? C'est Limoges? Non, c'est pas autant à l'ouest, Limoges, si? J'ai un doute. Bref, ça va traverser la France. Poitiers, c'est si bas que ça, Poitiers? Ah, peut-être. On va avoir le cœur net. C'est la Vienne. Ah ouais. Poitiers, t'as raison. Tant pour moi. Je vais laisser un petit peu plus haut. Mes excuses aux Poitevins. Je sais pas si c'est habitants de Poitiers qu'on appelle les Poitevins, mais... Ah non, c'est ceux qui habitent dans le Poitou. Bref. Voilà, et des orages sur la Corse et sur Marseille. Suite aux intempéries du jour. La situation va clairement se dégrader dans l'après-midi, avec des orages, de la grêle un peu partout, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux, etc., notamment en Ile-de-France, qui n'est pas forcément très arrangeant pour nous. Le temps sera clairement orageux en fin de journée, à l'exception de la Bretagne. Signalons-le, c'est important. Du côté des températures, on sera autour de 20-22 degrés. À partir de 15 degrés en Normandie, hein, qui sera plus frais et donc moins touché par les orages. Une perturbation qui concernera donc une grande partie de la France. Ça sera du côté de l'alcalmie. N'importe quoi. On passera à une alcalmie assez intéressante en début de soirée, avec la partie nord de la France qui sera beaucoup moins perturbée qu'elle ne l'aura été en fin de journée. Toutefois, toujours de la pluie du côté de l'île. Restons sur les fondamentaux. Et des orages toujours dans la moitié sud.
avec une alternance orage et calme du côté du bassin méditerranéen. Et quelques brumes du côté de la Bretagne pour la nuit. Alors, on va accélérer un petit peu, parce qu'il est 8h16 et 13 secondes. Demain, beau temps le matin, sauf sur certaines extrémités de la France, notamment au niveau des Pyrénées, notamment au niveau de Nice, de la Corse et de la Franche-Comté. Ça me fait travailler mes géographies, c'est formidable. La pluie qui va s'amorcer sur les 3/4 est du pays, 3/4 sud-est, si on veut être tout à fait précis, avec une bande bien présente. Et encore une fois, la Bretagne sera épargnée. Alors que des orages seront à nouveau présents demain après-midi, un peu à l'image d'aujourd'hui finalement. C'est ça qui est banal en fait finalement. Des températures légèrement en hausse, vous le noterez. Et des orages qui vont durer jusqu'au début de soirée. Une soirée un peu plus calme, on sera plus que sur de la pluie et des rares averses, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà des températures qui seront autour de 10-15 degrés dans la nuit de mardi à mercredi. La pluie sera toujours présente sur le quart nord-est de la France. Ça se répandra sur une bande, la moitié nord-est de la France sous la pluie. Alors des averses assez peu présentes, mais assez peu actives, mais toujours présentes. Et les orages reviendront une fois de plus mercredi après-midi, plutôt sur le nord et non pas sur l'est. Et le sud retrouvera un beau soleil, notamment du côté de Montpellier et sur la Corse. Et la nuit sera plus calme avec simplement des averses sur l'extrême nord-est du pays. Voilà, jeudi, le soleil est de retour pour nous jouer un mauvais tour, avec un grand beau temps, sauf sur l'extrémité nord-est de la France, et début d'une perturbation dans le sud-ouest du côté de Biarritz et de Bordeaux. Voilà, grand beau temps sur la Méditerranée. Et on terminera la journée sur du brouillard généralisé. Vive la Grande-Bretagne. Avec un indice de confiance de 3 sur 5 pour vendredi, grand beau temps. Quelques passages nuageux toutefois. Et l'arrivée d'une perturbation par l'ouest qui aversera la Bretagne et ouais, tout le côté ouest de la France hein, finalement. Et qui se maintiendra toute la nuit. Samedi, toujours un indice de confiance de 3 sur 5. On est toujours sur la même bande de pluie sur l'ouest. Et les Alpes ainsi que le Jura seront concernés par des orages. Et ça continuera le matin du samedi et l'après-midi du samedi. C'est intéressant de voir que cette perturbation ne bougera pas en fait. Elle sera assez stagnante du coup vu qu'elle ne bougera pas. Voilà. Et comme vous êtes en train de dormir dans le chat et qu'il est 8h19, j'accélère légèrement. Dimanche, indice de 3, confiance de 3 sur 5, une belle carte. Regardez-moi cette magnifique carte. C'est pas beau ça. Orage partout. L'égalité des chances. Devant la météo, c'est important. A noter que les températures seront assez élevées. Hein. On est entre 2h et 8h du matin et on sera entre 15 et 20 degrés. 22 degrés. Entre 13 et 22 degrés, pardon. Ce qui est chaud pour une nuit. Voilà. Dans la journée, on attendra des 27-28. Tu m'étonnes qu'il y aura de l'orage. Dans la Bourgogne et dans Rhône-Alpes. Le jour du Seigneur qui sera bien chargé en orage. A noter qu'au niveau méditerranéen, ce sera plus apaisé, plus ensoleillé, plus chaleureux. Et le soir, ce sera la même chose. Et la semaine prochaine, on est sur un temps mitigé et relativement pluvieux. Voilà, c'est pas fifou. C'est bon, le soleil revient pour la rando. Eh bien, c'est possible. L'indice de confiance reste 3 sur 5. Bref, il est 8h20. Ainsi s'achève la météo, aussi passionnante fut-elle. Et je vous propose de passer... Oula, il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui. Merci beaucoup à Kylian et à tous ceux qui ont contribué à ce Framapad que je m'empresse de repartager dans le chat. Je peux vous réveiller, bien sûr. Alors, je me suis trompé de logo. C'est pas ça qu'il fallait enlever, c'était ça. Excusez-moi, j'ai une petite allergie printanière. Cela est fort peu commode. Alors,
Nous, comme le programme l'indique, nous avons fait le week-end lundi de Pentecôte. Nous avons fait la météo, nous passons à l'actualité française. Je vais faire un truc. On va passer comme ça. Hop. Il me faudra un écran de pause en fait. Voilà. Les oiseaux sont de retour. On va faire ça et on va faire ça. Je vais continuer à vous parler. Tuc tuc tuc. Voilà. Alors qu'en vrai, il y a des oiseaux dehors, hein, mais voilà. Alors, l'actualité française, encore une semaine sociale très chargée. On commence à en avoir l'habitude depuis quelques semaines, depuis le début de la grève SNCF notamment. 11e séquence de grève de la SNCF, et nous connaîtrons également les résultats du référendum de l'intersyndicale. On avait parlé la semaine dernière, le fameux vote action, lancé par les cheminots pour faire voter les cheminots et leur demander leur avis sur le projet de réforme du gouvernement en fait. Est-ce qu'ils sont pour ou contre le projet de réforme du gouvernement? Des résultats qui font assez peu... on n'attend pas de surprise, disons, sur les résultats de ce référendum qui n'en est pas un, et qui n'aura aucun impact contraignant. C'est-à-dire que c'est une sorte de sondage, on va dire, obligatoire. Enfin, obligatoire, il n'est pas obligatoire, mais sondage grandeur nature, il s'agit d'avoir le pouls de l'ensemble des cheminots, le gréviste ou non, pour avoir le ressenti. Et donc seront scrutées deux choses, le taux de participation et évidemment le résultat de ce sondage. Alors les résultats devaient être donnés, je crois, aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui c'était lundi de Pentecôte, donc ils avaient décalé à demain, sauf que demain il y a une journée de mobilisation, une journée nationale de grève de la part de la fonction publique. Et donc finalement les résultats du référendum, qui n'est pas donc un référendum, seront annoncés mercredi. Et suite à ça, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais Édouard Philippe, le Premier ministre, recevra les cheminots à Matignon vendredi pour continuer les discussions et les négociations. Donc voilà, mercredi on en saura plus sur le résultat de ce référendum. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, cette grève SNCF, mais au-delà du fait qu'il y a de plus en plus de trains qui sont assurés désormais, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, alors ce n'est ni une critique de la grève, ni quoi que ce soit, c'est juste une observation, que le fait qu'on soit extrêmement outillé en termes de smartphones, de technologie, et de moyens de transport possibles, différents, et qu'en plus la météo soit plutôt clémente, ça ne nous permet pas de se faire plus facilement sans les transports SNCF habituels, et donc de ressentir moins d'impact sur... Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'une grève de la SNCF aujourd'hui a moins d'impact qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a beaucoup plus d'options, de solutions pour les usagers de faire autrement? La réforme de la SNCF passe quand au Parlement? Alors, elle est déjà passée en première lecture à l'Assemblée nationale, et elle va bientôt arriver au Sénat. Voilà. J'en profite pour mettre à jour le Framapad. Et donc, les discussions qui sont en ce moment avec Elisabeth Borne, la ministre des Transports, et Édouard Philippe, c'est aussi pour modifier le texte au Sénat par des amendements du gouvernement. Il s'agit notamment d'ajouter le terme incessible pour la participation de l'État dans la nouvelle structure de la SNCF, en fait. Pour pas que l'État puisse vendre des parts de la SNCF. Politique, programme parlementaire. Je note des choses parce que sinon je vais oublier, vous me connaissez. Voilà pour la SNCF. Non, je sais pas si vous ressentez un impact ou pas sur
de la grève ou pas, de votre quotidien? Enfin, un impact. Est-ce que c'est très contraignant ou est-ce que c'est juste des adaptations que vous devez faire? Et donc demain, on aura la journée nationale de grève et de manifestation à l'appel de 9 syndicats de fonctionnaires contre la réforme et le pouvoir d'achat. Sur le quotidien, pas trop. Sur ma semaine de congé, un peu plus. C'est-à-dire, ça démarre, c'est-à-dire que tu peux pas aller où tu veux. Après, évidemment, ça dépend des habitudes de chacun. C'est une énormité ce que je dis, mais... Si je perds ma voix, ça vous dérange ou pas? Je vais faire un sondage, Stropal. Évidemment, chacun a ses... Ouais, non, j'ai vraiment plus de voix. Évidemment, chacun a ses habitudes au quotidien, mais... L'astuce contre la grève, c'est la trottinette électrique, comme chacun le sait. Pratiquez-la au quotidien, mais portez un casque, évidemment. C'est-à-dire que j'ai passé la moitié de mes congés dans des gares. Ah. Ce serait d'autant plus problématique si c'était toi-même cheminot, celle de marre. Si je peux me permettre. Donc, journée nationale de grève de la fonction publique demain contre la réforme de la fonction publique et pour le pouvoir d'achat. Et enfin, samedi, le 26 mai, c'est... comment ça s'appelle c'est le... C'est pas mouvement populaire, c'est la marée populaire. Je sais plus comment ils appellent ça, la manifestation de samedi. Jean-Luc Mélenchon qui a... Ah mais oui, mais actualité internationale, il en a oublié un truc. Hop. C'est mon internet ou le tien qui est mauvais? C'est-à-dire, t'as des problèmes de connexion, le gros gag? Marée populaire le 26 mai. C'est ça le terme exact. Donc plusieurs organisations politiques et syndicales manifesteront ensemble le samedi 26 mai, notamment la France Insoumise et la CGT, contre la politique d'Emmanuel Macron. Une alliance dénoncée par Bruno Le Maire, cela affaiblissant, entre guillemets évidemment, le mouvement syndical selon lui. On en a parlé pas mal mercredi dernier dans les QAG. Et... je peux charger que du 160p. Ah, je pense que c'est le tien du coup. Ou alors c'est Twitch, mais... On en a parlé pas mal dans les QSG la semaine dernière. Je vous invite à aller regarder le replay à nouveau sur le lien entre mouvements syndicaux et mouvements politiques. Sur oui, sur le lien entre les syndicats et les partis politiques lors des manifestations. Notamment avec le... Je sais plus comment ça s'appelle. Le traité d'Amiens. Le pacte d'Amiens, la ville d'Amiens, qui a été signé au début des années 1900 et qui acte la séparation entre les syndicats et les partis politiques. Donc référez-vous au QAG de mercredi, vous en saurez plus. Mardi, il va y avoir également une présentation de l'interprétation du plan banlieue dont on avait parlé il y a quelques semaines, pardon. Qui avait été rédigé par Jean-Louis Borloo, qui avait suscité une grande adhésion des maires, notamment des villes de banlieue, finalement, mais qui avait aussi connu quelques détracteurs. Donc, on verra comment ça va se passer, qu'est-ce que va annoncer Emmanuel Macron. Selon certaines sources, ça va être assez éloigné de ce qu'a dit Jean-Louis Borloo, mais c'est assez difficile de savoir. Et bonjour Nibal01. Alors, selon une journaliste de France Info qui nous est relayée par l'équipe de rédaction de ce programme matinal sur Acropolis, une équipe de rédaction que je remercie grandement, Macron va pas vraiment s'inspirer de Jean-Louis Borloo. Le président refuse catégoriquement un énième plan banlieue. Pas question de déverser des milliards pour refaire des cages d'escalier, d'autant que l'argent manque. Ce qui compte, nous dit-on, c'est d'en finir avec le chômage et les zones de non-droit. Mardi, Emmanuel Macron devrait plutôt se concentrer sur des mesures simples, basiques et concrètes,
comme les 30 000 stages pour les élèves de 3e. Cela suffira-t-il à calmer la grogne des élus? Emmanuel Macron, accusé de faire la part belle aux plus aisés au détriment des classes populaires, joue gros. Les banlieues, un vrai casse-tête pour le président. Les banlieues, c'est plein de gens qui ne sont rien. Macron, il s'en fout. Alors, Scooby-Doo, je ne suis pas certain, mais tu as le droit de penser ça. Et tu as raison de le penser si c'est ce que tu penses vraiment. Pour Yacine Bellatar, il faut juste du libéralisme pour améliorer la banlieue. C'est un point de vue, comme un autre, qui n'a pas plus ni moins de valeur qu'un autre. Mon cher Nibal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui, selon vous, que faudra-t-il faire, selon vous, pour améliorer la situation des banlieues? Mon café est trop fort, c'est assez désagréable. Quelles sont vos solutions miracles pour sauver les banlieues? Il y a une méthode qui est assez utilisée, qui est la rénovation, ce qu'ils appellent la rénovation. J'arrive plus à parler. Ce qui s'appelle la rénovation urbaine, consistant à complètement démolir les grandes tours, les grandes barres HLM, ce qui fait qu'en amont de ces destructions, on reloge les personnes dans d'autres quartiers, et ça crée un mélange des populations automatique. Parce que comme on déplace des foyers, je veux dire des foyers fiscaux, comme on déplace des familles, des gens dans d'autres endroits qui ne sont pas forcément dans le même quartier, ça recrée un brassage artificiel dans les cités au sens cité-ville. Et les nouvelles constructions étant plus chères que les anciens logements sociaux, la gentrification peut avoir un certain effet là-dessus. La gentrification, pour ceux qui ne savent pas, c'est la montée en... C'est pas monter en gamme, c'est monter en niveau de vie de certaines zones qui étaient autrefois populaires et qui deviennent, je vais faire cliché, qui deviennent bobos, très à la mode, avec une nouvelle population, avec un niveau de vie beaucoup plus élevé et des habitudes bien différentes, faisant augmenter le prix des loyers et rendant inaccessibles les logements pour les personnes les plus précaires, donc déplaçant ces populations vers d'autres zones encore plus éloignées en général des centres urbains. Voilà. C'est pas toujours une bonne chose, la gentrification. Nibal 01 vous l'a dit autrement dans le chat, évidemment. Chacun son vocabulaire. C'est les Parisiens qui descendent dans le sud grâce à TGV. Alors non, justement. Ouais, les Parisiens qui envahissent Bordeaux, c'est l'idée. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées dans les actualités nationales? Je consulte le bon Google Actualité. C'est sympa, vous savez dans quel département je me trouve actuellement. Merci, merci Big Brother. La Porsche pour le père, la porte pour le fils. Une enquête d'investigation qui nous est proposée par l'Express ce matin. Putaclic, bonjour. Aveyron, le conducteur du tracteur qui a tué 2 enfants, avait 2 grammes dans le sang. Oui, il y a eu un homme qui était battu à mort par des adolescents à Pau. Une information bien sordide. Donc on est sur du fait divers, la météo, la polémique qu'il y a eu entre Gérard Collomb et la responsable de l'UNEF voilée. Gérard Collomb qui a été scandalisé par le fait la représentante de l'UNEF soit voilée, qu'il l'a exprimé comme ceci, et elle a répondu. Voilà. Olivier Dussault qui assure, en prévision de la manif de demain, que le gouvernement ne touchera pas au statut des fonctionnaires. Une façon comme une autre d'apaiser la démarche de grève de demain.
de manifestation. Enfin, j'ai le temps et je pense à regarder. Salut ici, bienvenue Exodes. Les plans banlieue, on en a parlé. Le lundi de Pentecôte, on en a parlé. La météo, on en a parlé. On n'a pas parlé du mur à pêche parce que je ne suis pas certain de l'intérêt. Ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'actualité importante du jour. Ah oui, demain soir, si, une grosse actualité demain soir. On en reparlera certainement pendant les QAG. Le Parcoursup, les résultats de Parcoursup, les orientations qui vont être annoncées demain soir aux lycéens et aux étudiants en reconversion. Donc on saura quels seront les premiers résultats de la sélection à l'université dénoncée par les syndicats, de nombreux syndicats étudiants, de nombreux syndicats tout court, de nombreux partis politiques tout court. Et donc on verra comment ça se passe, est-ce que les répartitions se passent bien. Évidemment, comme dans toute sélection, comme dans toute orientation, il y aura les déçus et ceux qui seront contents, hein, finalement. Donc voilà, on en saura plus demain soir avec les statistiques qui vont être annoncées. Je doute pas que les médias s'empareront de l'actualité avec des statistiques tout à fait pertinentes et toujours efficaces pour obtenir des propos qualifiés. Voilà. Apparemment, plus de demandes vers du professionnalisant, BTS, IUT, absolument Nibal. Et un grand merci à Kylian qui a rédigé les actualités du jour. On va passer à l'actualité internationale à 8h37 et 42 secondes. Il y a eu des élections, enfin une élection présidentielle au Venezuela. Le Venezuela qui est dirigé par Nicolás Maduro, qui a été réélu avec 67,7% des voix contre 21,2% pour son principal adversaire, Henri Falcón, et un taux de participation de 46%. Le scrutin a été rejeté par son adversaire ainsi que les États-Unis et l'Union européenne dénonçant une fraude. L'adversaire a pointé du doigt les points rouges des tentes installées par le parti au pouvoir, où après avoir voté, les électeurs sont venus s'y inscrire dans l'espoir de recevoir la prime promise par le président. Voilà une forme de scrutin de démocratie assez intéressante, consistant à se faire payer pour voter. Le gros sujet de polémique, comme d'habitude, le Venezuela. Alors, grand sujet de second degré de la part d'Exodes. Où est le Vénézu? Eh bien, le Venezuela. Merci Exodes. J'aime beaucoup. C'est le lundi matin, ça passe crème. Kylian qui est pour, c'est une grosse... ça m'étonne pas de toi, tiens. Oui, gros sujet de polémique, comme d'habitude, le Venezuela, avec les opposants et les soutiens du régime de Nicolás Maduro. On le voit beaucoup dans la classe politique française. J'ai vu passer quelques tweets tout à fait efficaces et pertinents hier soir, dénonçant la sphère médiatique qui complote contre Nicolás Maduro, la sphère médiatico-capitalistique. C'est toujours le problème dans ces débats avec quelques personnes qui parlent très fort et qui sont dans la caricature du débat, et qui donc ne servent pas les propos de leur soutien. Et bonjour Perceval44, est-ce que je peux t'offrir un petit café? Je rappelle que cette tasse m'a été chaleureusement offerte par Perceval44, que je remercie chaleureusement. Ce qui ne m'empêche pas de rater mon café, évidemment. Donc voilà, le Venezuela, sans surprise, Nicolás Maduro réélu. Gouvernement italien, on en avait parlé déjà la semaine dernière, j'avais annoncé un accord avant l'heure, et en fait c'est aujourd'hui que les deux principaux partis arrivés en tête, ou disons que ceux qui sont en capacité de faire une majorité à eux deux, vont présenter au président italien la personne qui sera le Premier ministre, ils vont proposer un Premier ministre, avec un programme qu'ils ont rédigé ensemble, un programme qui fait peur à beaucoup de monde. Alors, je vais lire ce que m'a écrit l'équipe de rédaction dont Kylian est le seul membre ce matin, a priori. Alors, ce lundi, l'alliance entre la Ligue et le M5S, le mouvement 5 étoiles. La Ligue, c'est la Ligue du Nord.
Vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, la Ligue du Nord, c'est le parti d'extrême droite, et le mouvement 5 étoiles, c'est le parti dit populaire. Doivent présenter ce lundi la composition du prochain gouvernement italien. Suspense autour du chef du futur gouvernement. En effet, ni Matteo Salvini ni Luigi Di Maio, les deux chefs de la Ligue du Nord et du mouvement 5 étoiles, ne seraient le président du Conseil. La presse italienne parie sur Giuseppe Conte, 54 ans, juriste quasi inconnu en Italie. Il sera leader du premier gouvernement anti-système d'un pays fondateur de l'Union européenne. Bonjour Mirror FR. Le président italien peut refuser. C'est une excellente question de Grogage. J'ai envie de te dire que non. Mais il peut quand même donner son avis. Et je ne connais trop peu le fonctionnement de l'Italie pour te répondre clairement sur cette question. Je ne sais pas si, notamment Gultix, qui connaît bien le fonctionnement d'Italie, est présent dans le chat. Et s'il est là, déjà bonjour Gultix. Et ensuite, n'hésite pas à me donner ton avis. Et merci Kylian de lancer des investigations sur le sujet. Alors, le programme, qui est le sujet de essentiellement des polémiques, le programme dévoilé vendredi, il manque des mots dans tes phrases, Kylian, c'est compliqué après. J'ai oublié de réfléchir quand je lis et... Donc, vendredi a été dévoilé un contrat de gouvernement tournant le dos au diktat de Bruxelles, comme vous voulez, et promet la plus grande fermeté contre la corruption et toutes les formes de délinquance et contre l'immigration, approuvé par les sympathisants des deux partis. 91% des sympathisants de la Ligue ont apporté leur soutien au contrat de gouvernement. En gros, dans le plan de contrat de gouvernement, il y a un revenu universel, il y a une baisse des impôts, il y a une augmentation de la lutte contre l'immigration, la réduction de l'immigration, enfin voilà, on appelle ça comme on veut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Je crois qu'il était question de demander à Bruxelles de réduire la dette, supprimer une partie de la dette italienne. Voilà, des sujets importants. Et ce qui est dénoncé notamment, c'est le manque de vision financière du projet. L'Italie étant un pays déjà très très endetté, ça inquiète beaucoup certains États et certains gouvernants de voir que la dette pourrait largement augmenter. Ça inquiète évidemment les marchés financiers aussi. Et la lutte contre l'immigration inquiète beaucoup d'autres organismes qui ne sont pas les financiers, mais voilà. Passe d'armes déjà avec le gouvernement français. Matteo Salvini a jugé dimanche inacceptable les avertissements de Bruno Le Maire, inquiet pour la stabilité de la zone euro. Salvini a tweeté « Un ministre français avertit le futur gouvernement, ne change rien ou il y aura des problèmes. Encore une invasion de terrain inacceptable. » Voilà, ça annonce des belles relations entre la France et l'Italie. Il a annoncé dimanche à la presse que les Français s'occupent de la France et ne mettent pas leur nez dans les affaires des autres. Parlons plutôt de Vintimille et des migrants arrêtés à la frontière en provenance d'Italie. C'est vrai qu'il y avait eu une affaire avec des douaniers français qui étaient rentrés en Italie pour gérer des migrants, et il y avait toute une affaire là-dessus. Donc c'est un peu compliqué. Après la déclaration d'impôt, je propose la déclaration d'appréciation. Je kiffe ce streamer qui est tellement plus à l'écoute que certains de ses collègues. Mais écoute, merci Mirror FR pour cette reconnaissance. Le gros gag, en fait, c'est deux partis d'extrême droite. Alors c'est plus compliqué que ça. Le mouvement 5 étoiles est un mouvement qui est en dehors de l'échiquier politique actuel. Du coup, il n'est pas vraiment d'extrême droite, si j'ai bien compris. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la politique italienne, voire pas du tout spécialiste de la politique italienne. Donc je préfère ne pas trop m'avancer sur le sujet. Je vais finir l'actualité internationale pour passer ensuite à la chronique, parce qu'il est 8h45 déjà. Et si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, on y reviendra juste après la chronique. Promis, je m'y engage. Parce qu'il y a eu une grosse actualité ce week-end, très importante, qui a bouleversé le monde. Le mariage princier. Le prince Harry qui s'est marié samedi dernier à l'actrice américaine Meghan Markle.
à la chapelle de Windsor sous l'œil de 3 milliards de téléspectateurs dont 7,5 millions en France. Il a été titré duc de Sussex et donc duchesse de Sussex par effet de cause à effet. Hein. Peu avant son mariage, le mariage aurait coûté dans les 37 millions d'euros, dont 36 uniquement pour la sécurité, sachant que ça a rapporté des dizaines de millions d'euros de recettes pour la monarchie, ce qui est donc extrêmement rentable en fait pour le pays. Après la cérémonie publique, ils ont quitté le château de Windsor à bord d'une Jaguar décapotable bleue électrique en direction du manoir du Prince Charles, où a été organisé l'after avec 200 convives. A noter également que Meghan Markle portait une robe française, faite par, je cherche le nom du couturier de la marque, Givenchy, je crois. Voilà, c'est important. Pourquoi je voulais vous en parler? Non pas pour le mariage, dont personnellement j'en ai strictement rien à faire, mais pour les réactions politiques et les réactions de pas mal de mes amis, enfin de mes relations sur les réseaux sociaux, qui étaient soit certains scandalisés qu'on parle de la monarchie, parce qu'en France, la monarchie, on coupe des têtes, on sait ce qu'on en fait de la monarchie, alors arrêtez de nous parler de la monarchie britannique. Je trouvais ça relativement puéril comme réflexion et juste polémiste pour polémiste. J'aimerais proposer un autre regard sur cette situation. Il me semble qu'il est intéressant de voir ce qu'il se passe et comment fonctionnent les États autour de nous, plutôt que de vouloir dénoncer systématiquement tout ce qui n'est pas comme ce qu'on aimerait. Et la popularité d'un événement comme le mariage ducal, princier, appelons ça comme on veut, cette popularité-là, plutôt que d'aller contre ça, ce qui serait intéressant, c'est d'augmenter la popularité des événements des autres pays, des autres cultures, pour s'ouvrir un petit peu l'esprit. Voilà ce que je voulais dire ce matin, c'est un peu mon coup de gueule du matin. Arrêtons de cracher sur le fonctionnement des autres et sur la popularité de ce qui se fait ailleurs. Essayons d'apprécier chaque culture à sa juste valeur plutôt que de vouloir que tout tourne autour de son propre nombril. C'est là que je ressors la tasse. Et ça n'a rien à voir avec les opinions politiques des personnes qui ont prétendu ces choses-là, parce que j'ai vu de tous les côtés du spectre politique. Bref, merci pour ce plébiscite. Merci pour ce plébiscite dans le chat. Je range la guillotine alors. Non, Selnemar, tu gardes la guillotine pour la France. Mais tu n'imposes pas la guillotine aux Anglais qui ont fait un autre choix. C'est ça que je veux dire. La guillotine en France, oui. Au Royaume-Uni, non. Sauf pour les pirates, évidemment. Je propose le regard où je ferme les yeux et je finis ma nuit pendant ce sujet. C'est terminé, tu peux ressortir de ta nuit, Mirror. On fait du jupitérien alors. Par exemple. À noter qu'ils ont aussi coupé la tête à un monarque 150 ans avant nous. Oui, c'est possible. C'est possible. Et donc, breaking news pour revenir sur l'Italie. Selon Wikipédia, le président doit consulter les présidents des deux chambres, ainsi que les chefs des groupes parlementaires avant de nommer le chef du gouvernement. Mais a priori, il ne peut pas refuser. Merci, Kylian. Personnellement, je ne suis pas contre en parler, j'évite juste de suivre cette histoire fort peu intéressante pour moi. Il nous dit Mazu. Eh bien, c'est exactement ce que tu as le droit de faire parce qu'on est en France, et parce qu'on est en démocratie, parce qu'on est libre. Mais plutôt que de dénoncer les gens qui regardent, ouvrons-nous l'esprit. C'est le mariage du énième prétendant au trône, le 6e pour être précis, mon cher Perceval, d'une monarchie sans pouvoir, encore une caste de parasites qui dépine un capital arraché au peuple anglais. Je craindrais tout ça. Voilà. Bon café à toi et bon réveil à toi, Perceval. Alors, il est donc... Oui, en plus, c'est Eric qui n'est pas prétendant, exact. Il est donc 8h45, avec 5 minutes de retard. Nous allons pouvoir passer à la chronique de Clément. Alors, je vais préparer tout ça, hein, parce qu'évidemment, rien n'est prêt. Ce serait dommage. Je vais passer dans cette scène de présentation du bon logiciel de stream. Je vais couper les chants d'oiseaux. Qu'est-ce
qu'il me reste à faire? Il m'a envoyé des éléments visuels que je vais également vous préparer. Hop. Ah, mais on va faire comme ça. On va faire comme ça. Hop. Hop. « 8h45 dans le monde. Faisons ça. C'est sympa que quand je relis une fenêtre, vous le voyez passer à l'écran, c'est hyper professionnel. N'hésitez pas à faire passer vos messages personnels dans le chat, c'est important. Il semblerait qu'il va encore nous parler légèrement d'écologie. Je crois que EELV a pris le contrôle de Acropolis. Alors je témoigne que Nibal n'est pas chez EELV. Voilà. Pas encore en tout cas, à ma connaissance. Il va nous le confirmer. Et bonjour Clément. Et bonjour Sylvain. Oula, tu es fort ce matin. Comment café? Pour une fois qu'on m'entendra dès le début de la vidéo et pas après 3 minutes, je pense que c'est pas mal. C'est pas faux. Tu veux dire que la régie n'est pas pro, c'est ça? Je ne me permettrai pas de dire ça. Tu me connais, mais tu m'as compris. Absolument. Alors, je te propose d'attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Tu habites avec femmes et enfants. Femmes et enfants, puisqu'il n'y a pas de S à femme, effectivement, a priori. Hein. Femmes et enfants au Danemark, en Scandinavie, donc. Parce que tout le monde sait où se trouve la Scandinavie. J'aimerais bien. Je voulais faire un sondage, en fait, mais j'ai pas pris le temps de le préparer. Est-ce que tout le monde était capable de situer la Scandinavie sur une carte du monde? Et de citer les pays qui font partie de la Scandinavie. Et de citer les pays qui font partie de la Scandinavie. Je suis absolument sûr que je pourrais me tromper. Personnellement, à titre tout à fait personnel. En France, on évoque souvent le modèle scandinave, notamment quand on parle d'IKEA, hein, évidemment. Du Danemark par-ci, de la Suède par-là, le tout parfois saupoudré d'un peu de Norvège, de Finlande, d'Islande, de Viking et de Père Noël. On en parle lorsqu'il s'agit d'économie, de système de société, de congé parental, d'environnement, etc., etc. On pourrait parfois croire qu'il suffirait de copier ces pays érigés en modèle pour trouver la solution à tous nos problèmes. Alors Clément, quelques questions. De quoi on parle? C'est quoi la Scandinavie? Comment s'organisent nos amis vikings? Nous sommes à ton écoute. Eh bien, tout d'abord, rebonjour. Rebonjour Sylvain. Rebonjour. Donc, je voulais au début parler du modèle scandinave. Et déjà, je voudrais m'excuser. Je pense que je vais beaucoup parler du Danemark. Y habitant, j'ai un tropisme assez naturel pour ce pays. Et ensuite, ce qui m'intéressait dans le modèle scandinave, c'est que c'est un cliché qui est assez frustrant à entendre en permanence pour celles et ceux qui y vivent ou qui s'intéressent vraiment aux spécificités de cette région. Et donc, comme on reproche le plus récurrent concernant ce concept de modèle scandinave, c'est la méconnaissance de cette région, de ses spécificités, de ses enjeux. Aujourd'hui, la chronique, ce sera un petit peu en mode les dessous des cartes, à la Jean-Christophe Victor, que je salue de là où il est. Absolument. Et je vous parlerai donc de la Scandinavie dans le monde, avant d'attaquer la semaine prochaine, de manière peut-être un peu plus précise, les questions de politique intérieure scandinave. Donc déjà, il va falloir délimiter la Scandinavie. Il s'agit de la Norvège, de la Suède et du Danemark. Contrairement à ce que beaucoup pensent, dont Kylian, la Finlande et l'Islande ne font pas partie de la Scandinavie. Les territoires danois, que sont le Groenland et les îles Faroé, n'en font pas partie non plus. Il s'agit donc d'un territoire à 3 capitales, Oslo pour la Norvège, Copenhague pour le Danemark, Stockholm pour la Suède, abritant 21 millions de personnes. Alors, petite question, si je peux me permettre, est-ce que la Scandinavie, c'est un groupement validé, c'est-à-dire c'est une organisation, ou c'est juste une zone géographique qui a été reconnue comme telle, ou est-ce qu'il y a un statut? Écoute, c'est justement l'objet de cette chronique. Ah, on va y répondre à différents moments de cette chronique, mais c'est un territoire avec une histoire, c'est aussi un territoire avec une réalité géographique. On parle de péninsule scandinave. C'est un territoire qui contrôle l'entrée de la mer Baltique vers la mer du Nord. Donc il y a une cohérence géographique, et au fil du temps, depuis à peu près 1000 ans, il y a une certaine cohérence politique ou énormément de liens et d'échanges. Ok. Alors avant de parler de ce territoire qui nous paraît assez éloigné, on va voir comment il se rapproche de nous, la France. On sait assez peu, mais l'histoire française est très liée à ces peuples.
Déjà, la Normandie, littéralement Northman, tient son nom de ces hommes venus du Nord, les Vikings. C'est Normandie, le pays des hommes venus du Nord, qui ont fait de nombreuses incursions sanglantes, ça on le sait, on l'a vu en cours d'histoire, avant de s'installer définitivement dans le comté de Rouen au début du Xe siècle, en signant un accord de vassalité entre le chef viking Rollon et le roi français carolingien Charles le Simple. J'en profite pour dire bonjour à Yuki qui vient d'arriver. Le gros gag... Et Neverline aussi. Bonjour Neverline. Pardon. Et le gros gag pose une question sur la neutralité de la Suède. Eh bien, on y répondra en à peu près 2 minutes. Et on verra que c'est lié à un Français, qu'on remerciera peut-être, je ne sais pas. Donc, l'arrière petit-fils de Rollon, Guillaume le Conquérant, deviendra ailleurs duc de Normandie et roi d'Angleterre. Donc on le connaît aussi avec la tapisserie de Bayeux. Plusieurs siècles plus tard, le Danemark choisira de soutenir Napoléon dans ses guerres. Cruelle erreur pour le Danemark, puisque c'est l'Angleterre qui viendra détruire toute sa flotte et amènera à la dépendance de la Norvège au début du 19e siècle, pour une petite année. La Norvège étant à l'époque une partie du royaume danois. Après une année d'indépendance, la Norvège rejoindra le royaume de Suède pendant près de 90 ans, avant de simplement obtenir son indépendance en 1905. Le prochain roi du Danemark, qui est une monarchie millénaire qui a commencé dans les années 900, sera un franco-danois, Frédéric. Alors au Danemark, on n'a pas la double nationalité, donc il sera simplement danois, mais son papa, qui est décédé l'année dernière, était le prince consort Henri de Montpezat. C'était l'époux de la reine actuelle, Margaret II. Donc à sa mort, c'est leur fils Frédéric qui deviendra roi. La Suède tient sa légendaire neutralité d'un soldat de rang français, Jean-Baptiste Bernadotte, qui est devenu prince héritier puis roi, Charles XIV de Suède en 1818, soutenu dans son ascension par Napoléon, qui décidera de ne pas soutenir en 1815 à son retour, pour protéger les intérêts de son pays d'adoption. Et à ce jour, c'est toujours la maison Bernadotte qui est la maison régnante en Suède. On a donc vu qu'il y avait plusieurs liens existants entre la Scandinavie et la France, mais maintenant la France n'a plus du tout le même impact sur cette région depuis 200 ans, et c'est une région qui essaie depuis bien longtemps de s'organiser par et pour elle-même. Alors tout d'abord, le Danemark, la Norvège et la Suède sont organisés dans une sorte de confédération, l'Union de Kalmar, dès 1397, jusqu'à 1523, en essayant de se regrouper sous un seul monarque et en partageant leur administration. Donc une sorte de pré-UE fédéral. Toutefois, les mœurs de l'époque n'ont pas permis d'éviter les bains de sang, les trahisons qui mettront fin à cette union. De 1873 au début de la Première Guerre mondiale, les trois nations se retrouvaient à nouveau dans une union monétaire cette fois, union monétaire scandinave, qui permettait de fixer plus durablement le taux de change entre chaque monnaie par rapport à l'or. Il y a Exodus qui a perdu le fil. De ta présentation. Donc là, on a fait l'historique individuel de chaque pays, des liens avec la France, et là, on est en train de parler de l'histoire de ces trois pays, entre eux, leur organisation interne, en fait, de la Scandinavie. D'accord. Et je remercie Mirror FR qui nous quitte en raison de cette chronique particulièrement ennuyeuse. Je remercie. La Scandinavie, ça ne touche pas forcément la sensibilité de chacun à 8h59 le matin, effectivement. Je l'entends bien, et c'est pour ça que je vais continuer. Absolument. Parce que moi, ça m'intéresse en tout cas. Depuis 1952, on a le Conseil nordique qui regroupe les trois pays scandinaves ainsi que l'Islande et la Finlande. C'est un conseil de collaboration interparlementaire dont les décisions sont retranscrites dans les lois des pays membres sur un modèle similaire à celui de l'Union européenne. Dans un registre à cheval entre la science-fiction et la politique internationale, il était encore évoqué en 2010 la possibilité d'un État fédéral nordique, plébiscité, quand on leur demandait, par 42% des habitants des pays concernés, donc entre le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande et l'Islande. Ce serait leur solution pour exister avec leur spécificité et leur proximité dans un monde de plus en plus complexe. Si l'Union n'ira probablement pas dans un avenir proche vers la création d'un État commun, le pacte nordique, soutenu par l'ancien ministre des Affaires étrangères norvégien Thorvald Stoltenberg, considère encore la possibilité de la création d'une force militaire et civile pour les régions instables,
un système de cybersécurité en commun, une gouvernance partagée au niveau arctique, des services consulaires en commun, une surveillance aérienne, maritime et satellite commune. Alors, deux choses. Le logo que tu m'as... C'est le Conseil nordique. C'est le Conseil nordique de ces 3 pays. De ces 5 pays. De 5 pays, pardon, oui, parce qu'il y a la Finlande et l'Islande en plus. Voilà. Et j'ai fait une deuxième question. Quand tu dis les régions une force militaire et civile pour les régions instables, tu parles de quelle région également? Alors, ce qui devient une région instable en ce moment, c'est la mer Baltique, avec quelques incursions russes depuis le milieu des années 2010, en sous-marin, en avion, pour essayer un peu de mettre la pression sur l'Europe et sur l'OTAN. Et on en parlera un peu plus tard. La Suède, d'ailleurs, se remilitarise et reprend un contrôle plus militaire de l'île de Gotland, dans la mer Baltique, pour se préparer à une possible invasion russe. Ah, charmant. C'est charmant. C'est vrai qu'il y a aussi un gros enjeu au niveau du Groenland, notamment, avec la fonte des glaces, l'ouverture de routes commerciales, hein, qui vont avoir des répercussions sur tout le monde libre, de la Chine aux États-Unis à la Russie. Oui, sur l'Antarctique en général. Absolument. Qui serait une nouvelle route de la soie. Et d'ailleurs, la Chine, qui n'a aucun lien direct avec l'Antarctique, a réussi à se faire passer pour une puissance antarctique, pour avoir son mot à dire dans les négociations à venir, et pouvoir profiter de cette nouvelle route de la soie qui leur permettrait de simplement longer le nord de la Russie pour arriver au marché européen. Gros enjeu économique là-dessus. Voilà, excuse-moi de t'avoir interrompu, je te laisse continuer ta présentation. Pas de souci, on est là pour en discuter. Le Croquet qui demande si la Finlande est en tension avec la Russie actuellement. C'est moins pressant que le conflit avec la Suède, mais la Finlande a une tradition de tension un peu permanente avec la Russie. Les soviétiques ayant eu du mal à envahir la Finlande, donc il y a une vieille histoire de résistance héroïque de la Finlande contre la Russie. Il y a toujours ce sentiment un peu qui reste. Alors je me trompe toujours entre Antarctique et Arctique et je parlais de celui qui est au nord. Donc dites-moi lequel Arctique, des deux. d'après Mazu. Eh bien voilà, je m'excuse de cette erreur matinale. Tu es tout pardonné, je n'aurais pas su répondre à cette question non plus. Merci Perceval de l'avoir souligné. C'est un peu comme la droite et la gauche. Alors, parole de son Alors, toutefois, au-delà des problèmes liés aux monarchies respectives qui devraient se retrouver sous une seule couronne, dans le cadre d'une union d'un État fédéral nordique, les choix d'organisation à l'international de chaque pays restent aussi assez confus et complexifient l'idée même d'une union. Par exemple, si on prend l'exemple de l'OTAN, le Danemark et la Norvège sont membres de l'OTAN, le Danemark ayant d'ailleurs une importante tradition, capacité à suivre les États-Unis dans toutes ces guerres, et la Suède n'en fait pas encore partie, mais le considère de plus en plus en raison des menaces russes. Au niveau de l'Union européenne, le Danemark a été l'un des premiers pays à rejoindre l'Union européenne lors de l'élargissement de 1973, mais n'a pas ratifié le traité de Maastricht en 1992. Et depuis, le Danemark tente à décider quelles sont les grandes orientations qu'il suivra ou ne suivra pas dans l'Union européenne. Donc c'est un de ces pays un peu comme l'Irlande qui a un pied dedans, un pied dehors. Et en 2015, le Danemark a par exemple décidé par référendum de continuer à aller dans cette voie, en décidant de ne pas participer à certaines politiques européennes en matière de justice et de sécurité, indiquant ainsi un fort sentiment assez eurosceptique dans le pays, qui est exprimé et respecté par les politiques, ce qui est un concept intéressant en soi. C'est assez rare que ce soit respecté l'euroscepticisme, effectivement. C'est ça, donc ça fonctionne. Est-ce que c'est la meilleure des participations? Je ne sais pas, mais en tout cas, le peuple danois est respecté dans sa volonté de s'engager, mais pas trop. La Suède, elle, est membre de plein droit depuis seulement 1995, et la Norvège a refusé par 2 fois de rejoindre l'Union européenne, donc c'était dans les années 70 et 90 qu'il y a eu des référendums. Les 2 principales raisons évoquées sont les restrictions liées aux quotas de pêche, mais aussi les dysfonctionnements actuels de l'Union européenne. Les sondages les plus récents indiquent que 2 tiers des Norvégiens sont toujours contre une possible entrée dans l'UE. Toutefois, le pays fait partie de l'espace économique européen,
comme deux autres membres de l'Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein et l'Islande. Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc sur la Norvège, mais oui, la Norvège a un régime, enfin, une situation spéciale parce qu'elle a beaucoup de ressources naturelles qui la rendent économiquement très riche. Et l'entrée dans l'Union européenne, si j'ai bien compris, hein, entre autres raisons pour ne pas rentrer dans l'Union européenne, c'est le fait qu'ils ont peur de perdre des ressources, de l'argent par rapport à toutes les ressources dont ils disposent actuellement. C'est ça, et ils ont envie de contrôler leurs ressources par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est ça. Notamment, ils ont beaucoup de pétrole, je crois. Oui, ils ont du pétrole, du gaz, et ils n'hésitent pas à faire des grosses plateformes bien énormes dans des fjords pour extraire les dites ressources. Tout à fait. Alors maintenant, au XXIe siècle, en 2018, il s'agit désormais de savoir si les récentes menaces russes sur la Baltique amèneront ces pays à se rapprocher davantage, soit entre eux, soit dans une organisation plus large pour se protéger les uns les autres, ou à se défendre individuellement en évitant de s'engager dans un conflit à l'échelle régionale, ce qui est aussi une possibilité non négligeable, de laisser peut-être des pays tomber un par un le cas échéant. Et c'est un conflit qui apparaît de plus en plus possible pour la Suède en tout cas. Ils se préparent désormais à une guerre avec la Russie. Ils ont réédité pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale un livret survivaliste intitulé Om kriget kommer, si la guerre vient. Donc c'est un élément graphique que je t'ai envoyé, Sylvain. Absolument, que je vais partager immédiatement. Voilà. Et donc c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il est réédité. Il était encore en usage pendant la guerre froide. Et il donne des conseils de survie aux citoyens suédois pour trouver un abri et trouver des ressources en eau et en nourriture. D'ailleurs, après avoir arrêté le service militaire en 2010, la Suède avait commencé par rappeler en 2014 7500 anciens conscrits pour se réentraîner aux côtés des militaires de carrière, pour améliorer ses capacités de défense. Et le service militaire obligatoire a été réintroduit en 2017 et le pays se remilitarise rapidement, notamment pour défendre l'île stratégique du Gotland dans la mer Baltique. D'un point de vue plus européen, ce que j'aime bien avec la Scandinavie, le Conseil nordique, c'est que ça nous permet de voir qu'il y a plusieurs participations possibles, plusieurs formes d'organisation possibles, et que des pays envisagent fortement encore aujourd'hui d'améliorer leur coopération dans une union plus régionale. C'est un modèle qui pourrait être particulièrement intéressant et étudié ces prochaines années si une recomposition de l'Union européenne devait avoir lieu, et peut-être voir des unions européennes dans un cadre plus large, peut-être. Alors j'arrive à la fin de cette chronique, je voudrais remercier deux acropoliens, Echilias et Zygotorus Rex, qui m'ont aidé à finir cette chronique hier soir. Et donc, nouvelle dédicace. Depuis le Discord d'Acropolis, dont je partage le lien immédiatement dans le chat. Excusez-moi de faire de l'autopromotion. Mais vas-y, dans l'espace détente d'ailleurs. Voilà, en plus. Et donc, nouvelle dédicace à Jean-Christophe Victor, dont le format Le Dessous des cartes m'a bien inspiré pour cette chronique. Et la semaine prochaine, nous parlerons probablement d'un drôle de gâteau qu'a dégusté la ministre de l'intégration danoise, Inge Støjberg, si tu veux bien mettre la photo, en 2017. On verra ce que 50 veut dire, et petit spoiler, elle a 45 ans. Intriguant, intriguant. Eh bien, merci beaucoup Clément. Est-ce qu'il y a des questions dans Je ne savais pas qu'il y avait des tensions à ce point-là entre la Suède, qui est quand même membre de l'Union Européenne, et la Russie, mais... Je n'ai pas compris, la Suède est dans l'Union Européenne, dans l'OTAN, demande le gros gars. Alors, la Suède est dans l'Union Européenne depuis 1995, mais elle n'est pas dans l'OTAN. Et elle le considère, notamment en raison des menaces russes. Donc elle considère la possibilité de rentrer dans l'OTAN par rapport à ça. C'est ça. Et effectivement, le teasing gâteau est une exclusivité Acropolis de 8h45 dans le monde. Exodes. Discord d'Acropolis, le lieu de toutes les controverses, nous dit Perceval44. Mais tout le monde sait que The Cake is a Lie. J'ai pas la référence, Exodes. Et Ouflu souligne qu'effectivement la Suède, tout comme le Danemark, n'a pas l'euro. Par contre, chacun leur monnaie. Et la Finlande, par contre, à l'euro, mais comme elle n'est pas en Scandinavie, on s'en tape.
L'Italie a encore l'euro, mais il est possible qu'ils reviennent dessus avec le nouveau gouvernement, dont on a parlé tout à l'heure. C'est bien possible. Nous le saurons dans les prochains épisodes de Comme un lundi, hein, évidemment. Si elle est dans l'UE, elle ne risque pas de guerre avec la Russie, non? Eh ben, il faut voir les capacités de l'UE à se défendre et à rester en solidarité. Et il faut croire que les Suédois ne se sentent pas forcément hyper protégés. Et l'Europe de la défense, c'est encore compliqué. Et des références au jeu Portal dans le chat qui me dépassent, puisque je n'ai pas joué à ce jeu. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Clément. Merci à toi, bonne semaine. Et bonne semaine, à bientôt. Merci, ciao. Et bonjour Dishmoten. J'ai envie de dire bon matin, pour être tout à fait exact. Alors, il est 9h11 et 35 secondes, on est un petit peu en retard évidemment, mais bon, c'était intéressant. Je vais repasser sur les bons onglets qui va bien, du Framapad. Pour ceux qui veulent rattraper les informations, je vous le partage à nouveau. Il me semblait que quand un pays de l'Union était attaqué, on devait le défendre. Alors, au-dessus, théoriquement, c'est ça. Et pour l'instant, personne n'est attaqué, donc tout va bien. Mais si la Russie attaque la Suède... je pense qu'il y aura quand même des réponses. Hein. Bah, les Russes sont peut-être pas fous d'attaquer l'Europe. Le gros gang, malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Mais effectivement, je ne savais pas qu'il y avait de telles tensions entre la Suède et la Russie. Et comme l'Europe, c'est un peu compliqué en ce moment, notamment avec le Brexit, avec l'Italie qui est de plus en plus eurosceptique, avec l'Allemagne dont la stabilité politique fait qu'elle n'est pas forcément extrêmement active en Europe actuellement. C'est compliqué. C'est compliqué. Perceval qui demande si on irait se battre pour défendre Malte. Ben oui. Bah, tout dépend de l'agresseur, hein, c'est toujours pareil. Mais qui irait attaquer Malte? C'est ça la vraie question. Et finalement, qui aurait à y perdre? Pour ceux qui ont la référence. Yuki qui se réveille dès qu'on parle de Malte, évidemment. Alors, il est 9h13 et 10 secondes. Nous passons donc à l'actualité politique de la semaine. L'occasion pour moi de changer le logo de la chronique. Puisque, hop... Comme chaque semaine, nous passons au partenariat qui n'existe pas avec la Gazette du dernier jour de la semaine. Et voilà le zoom qui est complètement foiré, parce que je l'ai fait avant de réduire la taille de la fenêtre. On va aligner ça, voilà. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Alors, le programme de la semaine. Lundi, aujourd'hui, nous avons l'Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève, la fameuse OMS. Et il y a également le discours de Nathalie Arthaud à l'occasion du dernier jour de la fête de la lutte, de la fête de lutte ouvrière, à Presles, dans le Val d'Oise. C'est un peu le congrès du parti lutte ouvrière qui a lieu en ce moment. Nathalie Arthaud qui a été candidate au présidentiel des deux précédentes élections présidentielles du coup. Mardi, demain, on en a parlé tout à l'heure, Emmanuel Macron va dévoiler son programme pour améliorer les quartiers défavorisés suite au plan banlieue qui a été rédigé dans un rapport de Jean-Louis Borloo. Beaucoup de discussions autour de ça, on ne sait pas ce qui va être annoncé par Emmanuel Macron demain, c'est un peu la surprise. Il y aura également, donc on en a parlé également, la journée nationale de grève et de manifestation à l'appel de 9 syndicats de fonctionnaires contre la réforme du statut de la fonction publique et pour le pouvoir d'achat. Il y aura l'examination, mais ça marche moins bien, l'examen par la Cour d'appel de Paris du recours déposé par Tariq Ramadan, incarcéré depuis 3 mois dans une affaire de viol présumé. Et enfin, on aura l'annonce du lauréat du Man Booker International Prize à Londres. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Mercredi, Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée une 50aine de dirigeants d'entreprises numériques, dont Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui sera également à la fin de la semaine à Vivatech, le salon start-up numérique, futur business, technologie, tout ça à Paris.
L'intersyndicale des cheminots annoncera le résultat de la consultation vote-action à propos de la réforme de la SNCF. Pareil, on en a parlé en début d'émission. La 11e séquence de grève de 2 jours sur 5 à la SNCF débutera mercredi également. Il y aura le délibéré au procès du volet marseillais de la fraude à la taxe carbone pour une escroquerie estimée à 385 millions d'euros. Voilà, une affaire qui pèse quelques millions d'euros. Jugement dans la cour d'appel de Paris de l'affaire de la chemise arrachée d'Air France. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Des syndicalistes, des syndicalistes qui avaient arraché la chemise d'un DRH d'Air France, je crois, il y a quelques années. Et donc qui avait été mis en examen pour agression. On aura la décision de la cour d'appel dans cette affaire. Et il y aura la 12e édition de la fête de la nature en France. Ok. RIP, petite chemise partie trop tôt, toujours dans nos cœurs. C'est exactement ça, Adish. Jeudi, Macron sera à Saint-Pétersbourg pour y rencontrer le président russe Vladimir Poutine et participer au Forum économique international. Peut-être l'occasion de parler de la situation en Suède, qui sait, suite à la chronique de Clément de ce matin. Paris accueillera la conférence interministérielle de Bologne. Ah, intéressant ça. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'en faire une émission sur Acropolis? Nous en reparlerons dans 5 minutes. Et il y aura également la finale de la Ligue des champions de football féminine jeudi, avec l'Olympique lyonnais, emmené par Wendy Renard, sa capitaine, qui va affronter Wolfsburg à Kiev. Vendredi, Édouard Philippe va recevoir les syndicats de cheminots, on en avait parlé tout à l'heure. Ouverture du salon des startups Viva Technologie à Paris. Il est possible que Jean Massiès soit présent sur cet événement en tant qu'invité. Je ne vous en dis pas plus. Il est possible que la région Bourgogne y soit également. Et si vous allez à Vivatech et que vous allez sur le salon de la région Bourgogne, je vous invite à y aller. Allez voir la startup qui s'appelle Vitavinement et dire que vous venez de ma part. Vous verrez, vous serez bien accueillis. Il y aura également l'entrée en vigueur dans l'Union européenne du règlement européen sur la protection des données, la fameuse RGPD dont on entend parler tous les jours dans sa boîte mail, puisque tous les sites un peu sérieux ont mis à jour leurs conditions d'utilisation depuis quelques semaines pour se mettre en conformité avec ce règlement européen. Samedi, la manifestation contre la politique de Macron à Paris à l'appel de la France Insoumise, de la CGT et d'une cinquantaine d'organisations de gauche, la fameuse marée populaire. On verra dans quelle mesure cette marée populaire est si populaire que ça et si marée que ça. Début de la Biennale d'architecture de Venise et enfin la finale de la Ligue des champions masculines de football à Kiev, Real Madrid contre Liverpool. Dimanche, encore du sport avec le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, le départ des 500 miles d'Indianapolis, l'une des plus célèbres courses d'endurance automobile du monde, et journée nationale de la résistance dimanche également. C'est intéressant que dans la même semaine, il y a la fête de la nature, et le Grand Prix de Formule 1 et le départ des 500 miles d'Indianapolis. Comprendra qui comprendra. Au taf, je bosse avec des agences gouvernementales qui ne sont absolument pas prêtes pour la RGPD. Ah. L'histoire de l'administration. Mais je suis sûr qu'il y a des entreprises privées qui ne sont pas du tout prêtes non plus. Hein. Je ne sais pas si c'est rassurant d'ailleurs, mais... En tout cas, c'est pas tellement étonnant. Nous passons à... je vais assez vite, hein, parce qu'il est déjà 9h19. La RGPD, ça met la panique chez les orthos notamment. Ah bon? C'est quoi le rapport avec les orthos, Yuki? Les orthophonistes, pour ceux qui n'ont pas la référence. Et non pas les ortolans. Absolument, Exades. Alors, tous les agendas. La protection des données patients, entre autres, mais je ne m'y suis pas encore penché. Ah bah bravo, félicitations, 4 jours encore à tenir avant la mise en application.
Actualité parlementaire de la semaine. Sur quoi va travailler l'Assemblée nationale, sur quoi va travailler le Sénat, finalement, sur quoi va travailler le Parlement. Mardi, donc il n'y a pas de sujet aujourd'hui, ça va commencer demain, la semaine parlementaire. Donc les questions au gouvernement, évidemment, à retrouver sur Acropolis, cela va de soi. Discussion du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. Vous le savez, vous vous en souvenez ou pas, il y a eu les états généraux de l'alimentation qui ont été organisés depuis septembre l'année dernière, je crois, notamment autour du ministre Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture. Et un projet de loi a été déposé et donc va être étudié à partir de demain à l'Assemblée nationale. L'idée pour le gouvernement, c'est de réussir à mieux rémunérer les agriculteurs pour leur travail, à mieux réguler les relations commerciales entre les producteurs, les intermédiaires, les distributeurs et le consommateur. Et donc c'est un texte de loi assez vaste sur le sujet qui risque d'être sujet à polémique, comme tout projet de loi qui se respecte. Donc il y a beaucoup de choses dans ce projet de loi, je ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants, mais je suis à peu près certain qu'on en parlera demain dans les QAG. Le Croquet qui demande quand pourra-t-on savoir quand seront les semaines de suspension des travaux parlementaires cet été. Alors, je viens de recevoir une notification qui n'aurait pas dû se déclencher. Voilà. Réponse pour le gros gag. La session ordinaire se termine théoriquement fin juin à l'Assemblée nationale. Et c'est en général dans la deuxième quinzaine de juin qu'on sait que c'est le président de la République d'ailleurs qui décide. On le sait grâce au règlement intérieur de l'Assemblée nationale que certains ont acheté ce week-end. C'est au mois de juin qu'on saura, deuxième quinzaine de juin, qu'on saura jusqu'à quand se tiendra la session extraordinaire du mois de juillet. Bonne journée Yuki. Donc voilà, on le saura dans un mois à peu près jusqu'à quand se tiendra la session extraordinaire. Et on aimerait bien le savoir avant, on ne va pas se mentir, pour savoir nous quand est-ce qu'on part en vacances, mais nous ne le savons pas encore. Alors, mercredi 23 mai, les QAG et la suite de la discussion sur le projet de loi de Stéphane Travert. Jeudi 24 mai, ça sent... Non, je vais dire n'importe quoi. Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. Discussion du projet de loi autorisant l'adhésion au protocole contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New York le 31 mai 2001. Discussion du projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de l'accord instituant la Fondation internationale UEALC. Qu'est-ce que c'est que ceci? Fondation UEALC a été créée par le 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Amérique latine. Donc c'est un accord transnational entre l'Amérique latine et l'Union européenne. Donc, en fait, globalement, dans cette séance publique, ce sera une matinée consacrée à l'international avec des projets de loi et des accords assez spécifiques avant la reprise du débat sur le projet de loi de Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture. Voilà, des transpositions ou des accords spécifiques qui sont ratifiés par l'Assemblée nationale. Et toute la semaine, on sera encore sur le reste de la situation sur le projet de loi de Stéphane Travert. Voilà. Pour le Sénat, qu'est-ce que nous avons cette semaine, rapidement? Je passe vite, puisque c'est un gros texte de loi, globalement, pour l'Assemblée nationale. Travaux parlementaires, ordre du jour. Alors, mardi 22 mai à 9h30, ordre d'appel des questions fixées par le gouvernement. Donc, c'est des questions orales. Donc là, vous avez tous les sénateurs qui vont poser des questions au gouvernement. L'après-midi, projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à la programmation militaire. Donc ça, on en avait parlé, pareil, dans le cadre des QAG. La programmation militaire, c'est quels sont les objectifs que se donnent l'exécutif et le législatif
sur le plan de la défense et du militaire pour les 5-10 prochaines années. Et par rapport à ces objectifs, quels sont les moyens qu'on met en place pour permettre aux armées de remplir ces objectifs. Pareil, je vous renvoie à toutes les séances de QAG où la question a été évoquée. C'est en gros pour se dire que on ne met pas en place des choses pour le militaire d'une année sur l'autre. Il y a quand même des moyens qui nécessitent plusieurs années de mise en place. On ne va pas investir dans du matériel d'une année sans se dire qu'est-ce qu'on va en faire les années suivantes. Voilà, donc on fait des plans de programmation militaire sur plusieurs années, de façon à être un peu cohérent. Mercredi 23 mai, conclusion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen. C'est le texte qui explique notamment, qui applique notamment le fait d'avoir des listes nationales et non plus par circonscription pour les élections européennes. Et d'autres dispositions, mais voilà, c'est celle qui va le plus impacter les élections européennes dans l'imaginaire collectif. Et la suite du débat sur la programmation militaire qui va continuer toute la semaine au Sénat. Voilà. Donc le Sénat, c'est programmation militaire. L'Assemblée nationale, c'est le projet de loi sur les relations entre les producteurs, les distributeurs, les intermédiaires et les consommateurs qui vont être étudiés au Parlement cette semaine. Alors, continuons l'actualité de cette semaine. Que va-t-il se passer? Je vous ai teasé tout à l'heure. Allons voir la programmation d'Acropolis. Une magnifique présentation, je vous le rappelle, nous a été proposée par le bon Kobarou, accompagné de Salim, qui est plus discret, mais tout aussi présent et efficace. Donc, nous sommes lundi 21 mai 2018, nous sommes dans Comme un lundi, live en cours, effectivement. Demain, mardi 22 mai, les QAG à l'Assemblée nationale, ainsi que It's the Economy Stupid, avec Arnaud. Et surtout, mercredi, Direct AN, toujours, les QAG, qui vous seront certainement présentés par moi-même, mais vous en saurez plus mercredi. Je ne vous en dis pas plus. Parce que mercredi, émission spéciale, un partenariat entre Acropolis et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On sera à la Sorbonne. D'ailleurs, les QAG seront faites depuis la Sorbonne. Donc, je vous en ai déjà dit plus. On aura un plateau, on aura des invités. On espère avoir la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, qui viendra répondre à vos questions, à nos questions aussi, hein, parce qu'on en a quelques-unes. Mercredi soir, entre 17h et 21h. Notez dans votre agenda, cliquez sur le petit bouton « Ajouter à mon Google Agenda » si vous utilisez Google Agenda, évidemment. Grosse émission. Soyez présents, ça va être chouettos. Et on devrait faire quelque chose de qualité, comme d'habitude, hein, mais spécialement à cette occasion. Ça devrait être fort sympathique. Et vous aurez des belles images de l'Assemblée nationale, n'importe quoi, de la Sorbonne pour l'occasion. Jeudi, nous aurons, comme tous les jeudis, Party Time avec Adrien à 14h30, la libre antenne à 21h. Et ce qui nous fait donc une grosse semaine. Et bonjour Romain, qui n'utilise pas les bons mots dans sa phrase, mais bonjour. Voilà, donc notez bien, le gros rendez-vous cette semaine, c'est à l'occasion des 20 ans du processus de Bologne, dont on vous expliquera les tenants et les aboutissants mercredi. Gros événement sur Acropolis, 17h, 21h, et ça va être sympathique. Voilà. Il est 9h29 et 32 secondes. Si c'est pas ponctuel, ça, finalement. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai annoncé de faire ce matin et que je n'ai pas faites? On sera présent en tant que faire se peut. Vous êtes chiant à faire une émission quand je vais manger. Alors Kylian, le savais-tu? Deux choses. Tu peux manger devant Acropolis. C'est autorisé. C'est juste autorisé. Tu as le droit. C'est ta liberté de manger, comme dirait Florent Pagny. Et par ailleurs, tu as le droit de manger à des horaires qui ne sont pas habituels. Tu peux décaler ton horaire de repas. Penses-tu que ma maman sera d'accord? Eh bien écoute Kylian, je te propose de lui demander son avis et de l'inviter à venir en parler sur Acropolis. Et nous échangerons à ce sujet en libre antenne par exemple.
Donc la maman de Kylian sera en libre antenne à partir de 21h jeudi soir sur Acropolis. Il y aura une rediff, oui, il y aura une rediff, absolument ému. Mais les rediffs, ça ne permet pas de poser ces questions à la ministre. Et merci Zoldru pour cette référence de qualité, et bonjour, bienvenue dans ce chat. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire, que j'ai oublié de dire. Je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont apporté leur réaction à la chronique de Clément la semaine dernière. On a essayé de faire quelque chose. On a découpé la chronique, découpé au niveau de la vidéo, hein, évidemment, et on l'a mise sur la chaîne Acropolis YouTube principale pour proposer du contenu plus court, plus adapté à YouTube, sur la chaîne Acropolis principale, la chaîne Acropolis YouTube. Alors, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à le faire, mais les retours ont été très très bons sur la première semaine, donc a priori on va continuer, sauf si vous avez des critiques à émettre. Le nombre de vues n'est pas faramineux, mais a priori le contenu est apprécié, donc je pense qu'on va continuer dans cette direction. Si vous n'avez pas de retour à nous faire, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires comme d'habitude pour valoriser le contenu dans l'algorithme YouTube si cela vous a plu. Merci à tous ceux qui ont déjà fait des commentaires, des retours et qui nous soutiennent, parce que ça fait plaisir et c'est important. Est-ce qu'il y aura du Fortnite sur la chaîne principale? Eh bien écoute, mon cher Zoldru, nous allons réfléchir à cette question. C'est à l'étude actuellement, hein, nous passons des heures et des heures à se poser la question tous les jours. La question n'est pas tranchée, hein, finalement. Voilà. Je voulais passer ce message-là, il est passé. J'ai oublié de rallumer les petits oiseaux. Honte à moi. Et c'est ainsi que va s'achever cette émission comme un lundi de Pentecôte, jour férié, jour de solidarité, mais jour travaillé sur Acropolis. Il me reste à vous souhaiter de passer une fort agréable journée, une fort agréable semaine. On se retrouve pour ma part certainement mercredi pendant les QAG, pour Acropolis demain à 14h30 pour les QAG. Et d'ici là, portez-vous bien, et bien sûr, mettez-vous bien, comme dirait le bon Julien Méniel dans sa vidéo YouTube, dans ton corps. Et moi je vous dis gros bisous, et à tantôt.